Alors, mes amis, nous avons une situation vraiment rocambolesque, une situation qui dépasse l'entendement, une situation transcendante, d'accord, en République de Guinée. J'ai appris qu'une jeune fille, une fillette de 4 ans, a été violée à Pita. Et j'ai été consulté, j'ai été appelé pour essayer de me prononcer là-dessus et essayer de propager l'information afin que les autorités compétentes essayent de faire un travail de titan pour freiner cette pratique chez nous en Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cela ne date pas d'aujourd'hui. Les violations de droits humains en Guinée, la violation des droits de femmes, l'abus sexuel, le viol des jeunes filles, le viol des femmes en Guinée, c'est quelque chose qui est courant. Et c'est pas un tabou. Il faut qu'on essaye d'enlever le masque et d'en débattre sérieusement parce que c'est quand même alarmant. Alarmant dans le sens où ça va toucher même des fillettes de rien, des êtres innocents. Une fillette de 4 ans, c'est un ange. Ça s'est déroulé à Pita. Et nous avons un deuxième sujet aussi qui concerne le même cas, la même situation, la situation de viol. Le deuxième sujet, ça s'est passé à Conakry. Une jeune fille de 25 ans qui a été violée par deux pseudo, entre guillemets, médecins. Nous allons y revenir là-dessus. Et nous allons parler un troisième sujet, le cas des généraux, des 44 généraux qui ont été mis à la retraite. Nous allons décortiquer ce sujet, ce qu'il faut savoir dedans, qu'est-ce qui a poussé le colonel à faire cela, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, nous allons y revenir là-dessus. Et quatrièmement, nous allons parler de cette situation de déguerpissement à Matam, d'accord, à Madina, et qui a suscité beaucoup de choses, d'accord, s'il faut dire beaucoup de choses. Et on a assisté même au jet de pierre sur les autorités compétentes en Guinée, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager largement la vidéo et puis nous allons commencer nous allons entrer dans le vif du sujet, d'accord. C'est très important de souligner. Ouais, très très important de souligner. Ok. Je parlais de cette jeune fillette, une fillette de 4 ans qui a été violée à Pita. D'accord. Et nous allons essayer d'en parler. Voilà. C'est très important parce que c'est quand même... c'est une situation difficile à expliquer. Difficile à expliquer. On nous dit viol suivi de meurtre d'une fillette de 4 ans à Pita. L'accusé Alseni Diallo à la barre. On dit le premier accusé à comparaître devant les audiences criminelles du tribunal de première instance TP de Pita, Alseni Diallo, se disant âgé de 33 ans, poursuivi pour un cas de viol suivi de meurtre d'une fillette de 4 ans dans la commune rurale de Timbi-Touni, relevant de la préfecture de Pita-Ni. D'accord? Pour le moment, les faits qui lui sont reprochés rapportent, les matins, tout ça. On dit pour la petite histoire, le corps sans vie d'une fillette de 4 ans prénommée Aïssatou a été retrouvé dans la case de l'accusé Alseni Diallo. Cette découverte macabre a eu lieu à Timbiwol, dans la commune rurale de Timbi-Touni, relevant de la préfecture, exactement. Il a été rattrapé par la foule et conduit le 16 février
d'accord, ok. À la compagnie de la gendarmerie territoriale de Pita pour les faits de viol assortis de mort qu'il est suspecté d'avoir commis sur la personne de la victime. Allez-y, partagez le live. On dit suite. D'accord. On dit suite à la réquisition du médecin de la gendarmerie de Pita, le représentant du chef du centre de santé de Timbitouni a constaté le corps sans vie d'Aïssatou Ba avec du sang sur sa partie génitale. Partagez le live. La version la plus répandue explique que l'accusé a profité de l'absence des parents de la victime dans la journée du pour appeler la fillette de 4 ans en lui faisant croire qu'il va acheter des bonbons pour elle. Il aurait entraîné la fillette dans la case pour abuser d'elle jusqu'à ce que mort s'ensuit. D'accord. Ça c'est en premier. Et vous allez ensuite comprendre les faits. On dit, au retour de la mère de la victime aux environs de 12 heures, les recherches ont été entreprises dans le but de retrouver la fillette. C'est dans ce contexte qu'un voisin a expliqué avoir vu l'accusé appeler la petite Aïssatou Ba. Une vérification faite dans la case de l'accusé a permis de retrouver le corps de la victime. Mais devant le tribunal de première instance TP de Pita, Alcine Ba explique que la case dont il est question abrite plusieurs personnes qui y passent la nuit. Il se défend et dit « Tout le monde a accès à la case. Je suis rentré, j'ai trouvé un des fils du concessionnaire devant la porte de la case. Dès que je suis entré, j'ai découvert le corps de la fillette. Ne comprenant rien, j'ai fait demi-tour. Entre-temps, celui que j'ai retrouvé devant la porte a crié. Mais puisque ceux qui venaient aux nouvelles tombaient sur moi sans chercher à savoir de quoi il s'agit, il me rouillait de coups. J'ai alors pris la clé des champs pour sauver ma peau. » D'accord, ça c'est la version. Et je pense que, voilà, vous avez déjà compris. On va y revenir maintenant ici au niveau du tribunal de première instance, d'accord, de Pita. On dit Alcine Diallo a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 30 ans de sûreté. C'est très important. On dit le jeune Alcine Diallo, âgé de 30 ans, poursuivi pour le viol et le meurtre de la petite Aïssatou, 4 ans à Timbiwol, dans la commune rurale de Pita, a été reconnu coupable de ces faits criminels et condamné par le tribunal de première instance de Pita à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 30 ans de sûreté. Rapporte un correspondant, qui est matin à Moyenne-Guinée. Tribunal de première instance de Pita a repris ses audiences criminelles ce jeudi du moins, matin par le délibéré dans l'affaire du ministère public contre Aïssene Diallo, né à Kourako, Banyan, dans la commune rurale, dans la commune rurale de Afia, relevant de la préfecture de l'Abbé. D'accord? Alfred Kamara, président du tribunal de première instance de Pita. Écoutez très bien. Cette affaire a été mise en délibéré hier pour décision être rendue aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire ministère public contre Alcine Diallo, poursuivi pour le viol suivi de meurtre. La partie civile, c'est Madame Adama Biraba, d'accord, marchand domicilié à Timbitouni, précisément dans le secteur de Timbi-Wol, qui est la mère de la fille victime de Fente. Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle est en premier ressort. Après en avoir délibéré sur l'action publique déclarée, Alcine Diallo coupable de viol suivi de meurtre pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 268, 269 et 114 du Code pénal, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Sur l'action civile, reçoit Madame Adama Siraba à sa
constitution de partie civile, ok, y faisant droit, condamne Alseni Diallo au paiement d'un d'un franc symbolique à son profit à titre de réparation du préjudice subi. Condamne Alseni Diallo aux dépens conformément à l'article 548 du Code de procédure pénale. C'est la décision du tribunal criminel, a indiqué le juge audiencier Alfred Camara, président du tribunal de première instance TP de Pita. Il convient de signaler que la période de sûreté signifie le temps pendant lequel le prisonnier ne peut pas bénéficier d'une grâce présidentielle, de réduction de peine ou de liberté conditionnelle. Fait inédit, après sa condamnation, Alseni Diallo a été transporté à la maison centrale de l'abbé à bord d'une moto placée entre deux gardes pénitentiaires. Oh là là. Ouais, ça c'est vraiment fait inédit. L'un servant de pilote pour une distance d'environ 48 km entre Pita et l'abbé. Alors les amis, vous partagez la vidéo. Alors monsieur Alseni a été reconnu coupable dans le viol de la petite Aïssatou, d'accord, de 4 ans, une fillette de 4 ans. Alors je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour s'attaquer à une fillette de 4 ans. Une fillette de 4 ans. Pour un homme se disant âgé de 30 ans. Est-ce que mentalement, ces gens-là, ils sont bien? Mentalement, est-ce qu'ils sont bien? Vous ne pouvez pas... Je me demande, ils gagnent quel plaisir là-dedans? Mais c'est des personnes qui sont folles, sincèrement. Et il y en a plein comme ça en République de Guinée qui se pavent dans les rues. N'est-ce pas? Bon, ça c'est un cas, bon, les gens se sont levés et puis il y a le meurtre. Mais combien d'individus guinéens abusent des jeunes filles, des fillettes de rien? Là, nous parlons de cas de mort. Parce qu'il y a eu viol et puis, voilà, il y a eu assassinat. Mais combien d'autres ont subi les mêmes actes sans être tués? C'est nombreux. Tout cela est dû à l'insécurité dans le pays. L'insécurité. Et ce que j'aimerais dire qui est très important, les parents, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, s'il vous plaît, gardez vos enfants auprès de vous. Et si vous savez que vous devez effectuer un déplacement et que vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre fillette, d'accord, prenez la peine de remettre la fillette à quelqu'un qui peut prendre soin. Ne laissez pas vos filles, vous ne laissez pas vos enfants abandonnés chez vous. Ne laissez pas vos... C'est-à-dire, parce que l'enfant, c'est une partie de nous-mêmes. Je ne peux pas comprendre qu'une mère puisse laisser sa fillette de 4 ans derrière elle pour aller faire quelque chose. Tu sais que tu vas prendre des sœurs. Et tu sais que le monde est malade. Le monde est malade. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans l'insécurité en Guinée. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'insécurité, il y en a qui diront, oh non, c'est Mamadi Doumbouya, ça n'a rien à voir avec Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu quand? Il est venu juste il y a 1 mois. L'insécurité règne en République de Guinée. Tâchez de garder vos enfants. Et là maintenant, vous venez de perdre une fillette de rien. Un être innocent qui n'a rien demandé. Et si vous savez que vous ne pouvez pas prendre soin des enfants, alors ne faites pas des enfants. C'est simple que ça. Si vous savez que vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant ou de vos enfants, ne faites pas d'enfants. Parce que après, ce sont des criminels notoires qui vont se servir de ces êtres innocents qui n'ont absolument rien demandé. Quand j'ai appris la nouvelle, sincèrement, j'étais sous le coup de choc. J'étais choqué. Je me dis, mais une fillette de 4 ans, comment quelqu'un peut regarder une fillette de 4 ans et abuser d'elle jusqu'à ce que l'assassiner? Mais une fillette de 4 ans, tu vois en elle quelle femme, cousin? Tu vois quelle femme là devant toi? Mais tout cela est dû, comme je l'ai dit, à l'insécurité.
Ok? Parce qu'il y a trop de malades en Guinée, il y a trop de pervers en Guinée, il y a trop de criminels en Guinée qui se promènent dans les rues, qui se pavanent, qui ne sont même pas inquiétés, qu'on ne peut même, on peut même pas les compter. On ne peut pas les compter. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous avez perdu votre fille. Tout simplement parce que vous avez décidé de partir quelque part et vous avez laissé la fillette abandonnée à elle-même. Ok. Et un félin s'est accaparé d'elle et abusé d'elle et puis il l'a assassiné. C'est fini. C'est fini ça. Vous n'avez que vos yeux aujourd'hui pour pleurer. Vous allez raconter à qui, devant qui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai laissé ma fille derrière moi, je suis allé là. Une fillette de 4 ans. Vous l'avez confiée à qui avant de vous déplacer? Vous l'avez laissé à qui? Vous l'avez confié à qui? Mais bon, ça tombe bien parce que la population a joué son rôle. Ils ont mis main sur le coupable, ils l'ont traduit devant la justice et il a écopé voilà, 30 ans de prison. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien fait. D'accord. Et de toutes les façons, les 30 ans de prison, d'emprisonnement ne suffiront pas pour remettre l'âme dans le corps de la petite fille. Voilà, ça ne va pas suffire. Donc, il faut faire très attention avec ces situations pareilles. Et nous avons, comme deuxième sujet, il y a une fille aussi de 25 ans, ok, qu'on a créé. Je dis, ça ne finit pas. Une fille de 25 ans qui s'est fait... Je trouve, quand j'analyse la situation, je trouve un peu de naïveté dans la situation et un peu d'innocence. Là, le premier sujet, c'était une fillette de 4 ans. Là, maintenant, le deuxième sujet que j'entame là, ça, c'est une jeune dame, une jeune femme de 25 ans qui a été violée par 2 médecins. 2 médecins, je vous dis bien. Et vous allez comprendre comment elle a été violée, comment elle a été baratinée entre ces 2 médecins et comment ils ont abusé d'elle. Faites très attention, vous êtes en danger. Les jeunes filles, les femmes, les mamans, vous êtes en danger dans une république comme la Guinée. Tout n'est pas encore réglé en Guinée. C'est pourquoi je dis que après Alpha Condé, c'est lui qui viendra, démocratiquement élu par le peuple. Il aura du boulot à faire. Il aura sincèrement du boulot à faire. Je vous jure sur l'honneur. Vous allez comprendre tout à l'heure comme la manière dont cette jeune fille de 25 ans a été violée encore. On dit une jeune fille violée par des médecins à Conakry. Bon, témoignage glaçant. En un laps de temps, sa vie a terriblement basculé. Une jeune fille de 25 ans aurait été violée par 2 médecins à Conakry. Le premier cas de viol aurait conduit à une grossesse que les mêmes médecins ont décidé d'interrompre par tous les moyens. À cause des interventions chirurgicales qui lui ont fait subir, la victime a finalement perdu son utérus et a eu une fistule, obstétricale dans une vidéo réalisée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains. D'accord? On dit la jeune fille a raconté l'histoire dramatique qu'elle a vécue. Partagez la vidéo, vous allez comprendre. Parce que c'est dans les faits là, c'est à travers ces faits que vous aussi vous gagnez en expérience. C'est pourquoi je vous demande chaque fois de partager les émissions pour que ça serve d'exemple, pour que ça donne beaucoup plus d'expérience aux autres. On dit, écoutez bien, c'est un problème de tension, d'accord? Une jeune fille de 25 ans qui a un problème de tension et qui l'a conduit dans une clinique privée, vous allez comprendre. On dit c'est un problème de tension qui a conduit la jeune fille à l'hôpital. Elle s'est rendue dans une clinique privée située au quartier Anta, en haute banlieue de Conakry, qui est gérée par un médecin qu'elle connaît très bien. Selon ses explications, ce médecin lui avait fait plusieurs avances qu'elle a refusées. Il aurait profité donc de l'occasion qui s'est offerte à lui pour la droguer et la violer. Mademoiselle ou madame de 25 ans, vous êtes bien consciente que le médecin vous a fait des avances. Le médecin, en un mot, vous a dragué. Vous l'avez refusé.
et vous êtes tombé malade ou vous avez un problème de tension, où est-ce que vous vous dirigez? Vous vous dirigez chez le même médecin. Et ignorant totalement que c'est lui qui vous a dragué, c'est lui qui vous a fait des avances. C'est la même personne qui gère cette clinique privée. Et puis, vous allez là-bas comme si de rien n'était. Certainement. Vous n'avez pas compris qu'il peut y avoir des choses très dramatiques. Parce que dans ce genre de situation, ben, un médecin vous fait des avances ou quelqu'un... Tous les hommes ne sont pas égaux. Ok? Un homme vous fait des avances ou un homme vous drague ou vous refusez, ben, il se dit de toutes les façons, je vais passer par tous les moyens ou par toutes les manières pour atteindre cette dame ou cette femme, cette jeune femme. D'accord? Et vous, vous êtes tombé malade. Au lieu d'aller dans une autre clinique, vous allez chez le même médecin qui vous a dragué. Et écoutez bien ce qui a suivi. Écoutez très bien. Normalement, il y a des signes qui se sont présentés à elle. Elle devrait comprendre ces signes. Elle devrait s'appuyer sur ces signes et changer immédiatement de clinique, changer immédiatement de lieu de consultation. On y va, vous allez comprendre. Elle dit, quand je suis arrivé dans la clinique, j'ai trouvé qu'il y avait du monde là-bas. Quand Patrice, le médecin il s'appelle Patrice, quand Patrice, médecin, m'a vu, il m'a dit d'aller dans la chambre où ils ont l'habitude de consulter les gens. Ça, c'est un premier signe. Mademoiselle, vous-même vous dites, quand je suis arrivé, il y avait un monde fou là. Et quand le médecin en question, monsieur Patrice, m'a vu, il m'a dit d'aller directement dans la chambre où ils ont l'habitude de faire les consultations. Et vous, normalement, vous devez comprendre. Ben, je suis venu trouver du monde. Et comment on peut directement me dire d'aller dans une chambre? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est quelqu'un qui m'a dragué. Oh non, il veut faire quelque chose. Oh non, il veut me faire une faveur. Vous avez pensé à une faveur, certainement. Et vous vous êtes dit peut-être, ah non, comme il m'a dragué, je pense que je vais jouer sur ce sentiment, je vais essayer de faire ça vite et quitter. Certainement, c'est ce que vous vous êtes dit. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Et quand vous êtes allé dans cette chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien, ce que vous allez entendre est glaçant, mesdames et messieurs. Partagez le live. Partagez. D'accord. Où ils ont l'habitude de consulter les gens. Je me suis rendu directement là-bas. Le médecin est venu me demander si j'ai pris le petit déjeuner. J'ai dit non, je n'ai rien pris d'abord. Il m'a laissé là-bas pour sortir. Quelques instants après, il est revenu avec du jus et une injection. Je lui ai dit que je ne prends du jus. Il m'a dit, si je ne prends pas ça, tu ne pourras pas prendre de médicaments. Vous comprenez? C'est là, je suis touché par ce qui s'est passé. Mais je trouve une forme de naïveté là-dedans. Parce que s'il faut être objectif, pour que les autres comprennent et pour qu'elles évitent dorénavant les mêmes situations, il faut être objectif, clean là-dedans, clair là-dedans. D'accord? Vous êtes venu voir un médecin qui vous a dragué, vous avez refusé. Et vous êtes venu trouver du monde là. Directement, le médecin, en vous voyant, vous recommande d'aller dans la chambre de consultation. Vous allez là-bas, le médecin, il vient vers vous, il vous dit, est-ce que vous avez mangé? Vous dites non. Est-ce que vous avez bu quelque chose? Vous avez dit non. Puis, le médecin retourne. Et après un instant, le médecin réapparaît devant vous avec une injection et du jus. Et le médecin vous demande de boire du jus. Vous dites au médecin que je ne veux pas boire du jus. Est-ce que vous avez eu le réflexe, mademoiselle, est-ce que vous avez eu le réflexe de consulter la boîte du jus ou la bouteille que le médecin vous a envoyée? On vous a toujours dit, quand quelqu'un vous offre des boissons comme ça, là, certainement, elle n'a pas réfléchi à cela, certainement. Quelqu'un vous donne une bouteille ouverte et puis vous buvez, ben, écoutez, ou tout se passe en Guinée. Hein?
Le médecin peut aller acheter une boîte, une canette de, une bouteille de Fanta, et il ouvre, il met, voilà, un médicament là-dedans, ou une drogue là-dedans, ou une injection là-dedans, puis il referme, il fait comme si la boîte n'avait jamais été ouverte. D'accord? Il vient et vous donne. Mais vous insistez, vous dites que vous ne prenez pas du jus. D'accord? Et vous dites que vous avez un problème de tension. Vous êtes venu. Mais il faut réfléchir à tout cela. La première chose que le médecin vous fait, il vous donne automatiquement du jus. Il sort, il amène du jus et une injection. Alors ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Premier signe, il vous a dit directement d'aller, vous n'avez pas compris. Deuxième, il est venu, il vous a demandé. Troisième, il est venu avec une bouteille de jus et une injection. Vous n'avez rien compris là encore. Alors nous allons continuer, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre ce qui s'est passé à la suite. C'est vraiment terrible. Elle dit, j'ai alors pris un peu de jus. C'est ce que la jeune femme dit. J'ai alors pris un peu de jus. Après, il m'a injecté. Après avoir pris l'injection, j'ai perdu connaissance. Voilà. Est-ce que le médecin vous a forcé de prendre du jus? Vous dites, vous ne prenez pas du jus. Il vous dit, si vous ne prenez pas du jus, vous ne pouvez pas prendre du médicament. Mais on ne vous a même pas consulté d'abord. Comment vous pouvez donner médicament à quelqu'un que vous n'avez pas consulté d'abord? Vous n'avez même pas fait d'abord le diagnostic. Vous voulez directement donner un médicament ou de l'injection à quelqu'un. Ça, c'est quel médecin, ça? Ça, c'est quel médecin? Hein? Vous n'avez même pas consulté. Vous n'avez pas pris la peine d'abord de consulter quelqu'un. Est-ce que la question que je pose, est-ce que c'est la première fois que cette jeune dame se rende dans une clinique ou dans un hôpital? Est-ce que c'est la première fois? C'est la question que je me pose. Parce que normalement, même si c'est notre première fois, nous allons à l'hôpital ou nous allons dans une clinique privée, d'accord? Ben, la première fois, le médecin te demande, qu'est-ce qui ne va pas? Vous souffrez de quoi? Il fait le diagnostic. Le médecin ne va pas venir directement m'injecter quelque chose ou me tendre une bouteille une canette de Fanta ou une canette de Coca ou une bouteille de Coca. Non. Tu ne vas pas directement m'injecter. Tu ne sais même pas d'abord de quoi je souffre. Oh non, le médecin est venu, il m'a demandé, est-ce que j'ai bu quelque chose? Est-ce que j'ai mangé? Après, il est venu avec du jus et de l'injection. J'ai bu un peu de jus et puis il m'a injecté et puis j'ai perdu la connaissance. Mais ça c'est trop facile, ça. Trop facile. Travailler un peu le cerveau, c'est très important. Partagez le live pour éviter d'autres victimes actuellement à Conakry et un peu partout en Guinée. Partagez le live. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Elle dit, j'ai perdu connaissance, je ne savais plus ce qui se passait. Et alors que je me suis... On dit, et lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé que j'étais nu. Et je n'ai pas vu Patrice. Ce jour-là, je me suis senti humilié. Je suis sorti sans rien dire. Je suis rentré chez moi, tellement que j'avais honte. Je n'ai pas expliqué à mes parents ce qui m'est arrivé. C'est là la naïveté totale. Je suis d'accord que le médecin a abusé de vous, mais vous avez été naïf. Vous n'avez pas travaillé le contenu de votre tête. C'est pourquoi je dis souvent qu'il y a des gens en Guinée, c'est la boue à la place de leur cerveau. Je ne peux pas comprendre. Donc, vous avez eu peur de vos parents et accepté le viol que vous veniez de subir. Les parents qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas eu l'intelligence d'aller directement à la police. Vous n'avez pas eu l'intelligence de faire cela. Aller à la police ou à la gendarmerie. Oh non, aujourd'hui je me suis rendu à l'hôpital. J'avais un problème de tension. Dès que je suis arrivé, le médecin m'a dit ceci, m'a dit cela. Et c'est ce qu'il a fait. Et après je me suis réveillé, j'étais nu. Alors, j'ai perdu connaissance à un moment donné. Et après, je me suis réveillé quand mes esprits, j'ai retrouvé mes esprits, ben, j'étais nu. Alors, comment on peut expliquer cela? Vous n'êtes pas allé à la police. Hein? Vous n'êtes pas allé à la police. Vous n'êtes pas allé à la gendarmerie. Vous n'êtes pas confié à quelqu'un. Encore moins vos parents qui peuvent vous assister.
Ça, c'est déplorable. Une femme de 25 ans, une jeune femme de 25 ans, vous ne pouvez pas être comme ça, traité comme un mouéquerie. Vous ne pouvez pas être comme ça. Les mots me manquent, sincèrement. Tellement que je suis choqué. Nous sommes au 21e siècle. Une femme de 25 ans. Même si vous n'êtes pas allé à l'école, mais ça, c'est des choses élémentaires de la vie que vous pouvez comprendre. Au 21e siècle, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, au 21e siècle, vous suivez des films, vous suivez des séries policières, vous suivez n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et vous avez eu peur de vos parents en acceptant ce viol. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est évidemment passé. Je me suis senti humilié. Je n'ai même pas parlé à mes parents. Alors on continue. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, vous allez comprendre à la suite. Ça me fait mal. Hein? Ça me fait tellement mal. Elle dit, j'étais nu et je n'ai pas vu Patrice. Ce jour-là, je me suis senti humilié. Je suis sorti sans rien dire. Je suis rentré chez moi tellement que j'avais honte. Je n'ai pas expliqué à mes parents ce qui m'est arrivé. A-t-elle narré dans la vidéo, ok, visionnée par d'accord. On dit, quelque temps après, la victime n'ayant pas vu ses règles, décide de repartir voir le médecin en question. Quelque temps après qu'elle n'ait pas vu ses règles, ses menstrues, elle décide encore d'aller voir le même médecin. Bête qu'elle est, naïve qu'elle est. Tu vas voir le même médecin qui a abusé de toi. Dans quel but, dans quel objectif? Et pendant tout ce temps, tu n'as parlé à personne. Tu n'as parlé à tes parents, à tes copines, à tes voisines. Tu n'as parlé à la police ni à la gendarmerie. Tu ne t'es pas confié. Tu ne t'es pas posé la question. Je retourne là-bas pour une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il va me faire? Hein? Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. N'ayant pas vu ses règles, décide de repartir voir le médecin en question. Ce dernier lui fait un test de grossesse et lui dit que le résultat est négatif. Bien évidemment, le même Patrice Lefebvre fait un test et dit que le résultat est négatif. Mais quelques jours plus tard, elle commence à ressentir des douleurs et retourne voir encore le même médecin Patrice. Cette fois-ci, Patrice lui dit qu'elle est effectivement enceinte. Ne voulant pas porter une grossesse issue d'un viol, la jeune fille s'entend avec son violeur pour avorter. Vous comprenez? Patrice dit, écoute, tu es enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? La jeune femme, bon, elle dit de 25 ans, elle dit je ne veux pas porter de grossesse, et puis les deux s'entendent. Donc, elle savait maintenant que c'est Patrice qui avait abusé d'elle. Elle savait maintenant que c'est Patrice qui avait couché avec elle, indépendamment de sa volonté. Et elle savait que c'est Patrice qui était le père de l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Et donc, elle décide, nous allons avorter. Et oui, nous allons avorter. Tu dis à ton violeur d'avorter l'enfant qui est dans ton ventre. Toi-même, tu es une criminelle. Bien sûr, tu es une criminelle. On doit te poursuivre pour ça. Bien évidemment. Tu as été violée par un médecin. Tombée enceinte. Tu viens vers le même médecin pour violer l'enfant qui est dans ton ventre. Tu n'es pas là à la police. Tu n'es pas là à la gendarmerie. Tout ça parce que tu as honte, tu as peur de tes parents. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais? C'est là, je dis que tu as été naïve, mademoiselle. Tu as été naïve. On y va. On dit le même médecin cette fois-ci, Patrice lui dit qu'elle est effectivement enceinte, ne voulant pas porter une grossesse issue d'un viol. La jeune fille s'entend avec son violeur pour avorter. À la demande du médecin, ils vont dans une autre clinique située à Koza pour faire l'avortement. Le médecin la trimballe derrière lui pour l'envoyer dans une autre clinique à Koza pour faire l'avortement. Écoutez très bien ce qui va suivre. C'est digne d'un film qui sort tout droit de Hollywood. Quand je suis arrivé dans cette clinique, Patrice m'a fait entrer dans une salle et m'a fait coucher. Il a dit que
Je ne peux pas vous lire. C'est-à-dire, c'est déshonorant, quoi. Cette jeune femme-là, je ne sais pas, elle vient de quelle planète? Elle est née où? Je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, ça t'arrive. 25 ans. Est-ce que tu as toutes tes facultés humaines? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est en quelque part une déréglée, quoi? Une débile léger? Sincèrement, ça me fait mal à le dire, mais c'est la vérité. Ok. M'a fait coucher. Il m'a dit que, bon, ça, ils ont... Je ne vais pas dire ça directement, mais je vais utiliser un terme beaucoup plus respectueux. Il m'a dit que mon appareil génital est très petit. Donc, il s'est couché sur moi, ce jour-là encore, pour me violer. Ensuite, il a introduit des instruments qui devaient servir à faire l'avortement. Patrice dit à la jeune fille, ton appareil génital est petit. Donc, le même Patrice se couche sur la même jeune fille, parce que c'est ce qu'elle dit. Il s'est couché sur moi, il m'a encore violé. Non, ça c'est pas un viol maintenant, mademoiselle. Ça c'est pas un viol. Patrice t'a violé pour une première fois. Il t'a endormi, il t'a violé, tu es tombée enceinte. Et là maintenant, tu n'étais pas endormi. Hein? Il t'a pas injecté une dose de drogue ou quoi que ce soit. Tu n'étais pas sous le coup d'un médicament. D'accord? Et là, tu as accepté, Patrice est monté sur toi en te disant que ton appareil génital est petit. Et tu as accouché, tu as encaissé ces viols. Et puis, il fait entrer des instruments dans ton appareil génital pour avorter l'enfant. Vous allez écouter, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Ça me casse, ça me tue. Ensuite, il a introduit des instruments qui devaient servir à faire l'avortement dans mon appareil génital. J'ai aussitôt crié parce que ça me faisait très mal. Lorsqu'il a entendu des gens demander qu'est-ce qui se passait, il m'a tapé. Patrice t'a tapé. D'accord? Tu n'as pas crié au scandale là. Patrice t'a tapé. Parce que Patrice a entendu des gens demander qu'est-ce qui se passait. Et tu es resté bouche bée. Bon sang de Dieu. Qu'il passait, il m'a tapé. Je suis descendu directement du lit. Et j'ai dit que je ne peux pas faire ça. Il m'a alors remis 100 000 francs et m'a dit d'aller voir son ami médecin qui s'appelle Célestin pour lui dire de m'aider à avorter. Mais sans dire son nom, il a dit que si je le dénonce, il va dire que je suis sa copine et qu'on sortait ensemble depuis longtemps. Bien évidemment, Patrice est fou ou pas? Il est fou ou quoi pour dire qu'il t'a violé? Et toi-même, tu as accepté d'être sa copine à la fin du film. C'est un film qu'elle a. Bien sûr. Patrice peut dire à n'importe qui, ok, que tu es sa copine et la personne peut avaler. Ta tête, ça ne fonctionne pas. Malheureusement pour elle, cet autre médecin qui devait l'aider à avorter abuse aussi d'elle dans sa clinique. Oh bon sang de Dieu. Ma Guinée, qu'est-ce qui se passe? Patrice t'a remis 100 000. Tu as pris les 100 000. Tu es allé dans une autre clinique où gère l'ami de Patrice qui s'appelle Célestin. Et arrivé là-bas, Célestin aussi a abusé de toi. Célestin aussi t'a violé. C'est ça. Hein? Ça, c'est une histoire digne d'un film qui sort tout droit de, je sais pas, de Hollywood ou quoi. Mais c'est un film vraiment qu'il faut revoir encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Devait l'aider à avorter, abuse aussi d'elle dans sa clinique. Elle rentre chez elle, choquée et complètement perdue. Le même jour, son premier violeur l'appelle au téléphone et lui demande de revenir dans sa clinique. Et dans sa clinique pour faire l'avortement. Décidée à se débarrasser de cette grossesse non désirée, elle repart le lendemain matin à la clinique de Patrice. Après plusieurs tentatives d'avortement forcé sans succès et qui ont beaucoup affaibli la jeune fille, les deux médecins, Patrice et Célestin, décident de passer par une césarienne.
Patrice t'a enceinté. Et Patrice t'a envoyé dans une autre clinique. Il t'a violé là-bas. Il t'a balancé chez un de ses amis. À un de ses amis, celui-ci aussi t'a violé. D'accord? Tu as couché aussi avec ce dernier. Et le même Patrice t'appelle au téléphone, tu décroches le téléphone. Dans tout ça, tu n'as pas averti tes parents. Dans tout ça, tu n'as pas porté plainte. Dans tout ça, tu es chez toi. Et tu reviens encore chez Patrice. Les deux personnes, les deux pseudo-médecins s'entendent pour te faire une césarienne. On y va. Après plusieurs tentatives d'avortement forcées, voilà, Patrice et Célestin décident de passer par une césarienne. On dit, ils font croire à la famille, là maintenant, ils font croire à la famille de notre naïve qui a accepté ces viols. Parce qu'il faut dire comme ça. Ils font croire à sa famille maintenant, d'accord? Ils font croire à la famille qu'elle a un kyste et qu'il fallait l'opérer urgemment. Mal faite, l'opération n'a fait qu'empirer l'état de santé de la jeune fille. Dépassés par la situation, les médecins décident de la transférer dans une clinique située à Dapompa. Ça fait combien de cliniques? Là, je vais revenir sur le cas de ces cliniques-là. Dans une clinique à Dapompa, première clinique chez Patrice, deuxième clinique chez Célestin. Non, oui, bien sûr, non. Première clinique chez Patrice, deuxième clinique à Koza, troisième clinique chez Célestin, quatrième clinique maintenant à Dapompa. D'accord, Dapompa. La jeune fille subit 2 autres opérations dans cette autre clinique avant d'être référée finalement au CHU Ignace Dine où elle est actuellement hospitalisée. Aujourd'hui, elle a perdu son utérus, elle ne peut plus faire d'enfant et souffre de la fistule obstétricale. Saisis de cette situation, des ONG qui luttent contre les violences à l'égard des femmes ont engagé une action en justice qui a conduit à l'interpellation des agents de santé cités dans cette affaire. Elles ont également lancé un appel à l'aide pour aider la victime à se soigner. Voilà l'histoire rocambolesque digne d'un film qui sort de la planète Mars ou de la planète Jupiter, qui concerne cette deuxième victime, donc notre victime de 25 ans, qui a été en un mot, je ne sais même pas comment décrire, son intelligence. Alors la question que je me pose aujourd'hui, avant de me prononcer là-dessus, je me demande, ben, mademoiselle, est-ce qu'en réalité, vous avez toutes vos facultés humaines au complet? Parce que nous sommes au 21e siècle. Hein? Est-ce que vous avez toutes vos facultés humaines? Parce que nous sommes prêts à faire tout pour défendre les femmes en République de Guinée et d'ailleurs à travers le monde entier. Nous sommes prêts à mettre tout sur pied pour traquer ces violeurs et les traduire en justice. Qu'ils crèvent là-dedans, ces violeurs de femmes. Ces pseudo-médecins en République de Guinée. Nous sommes capables de les traduire en justice un à un. Qu'ils crèvent là-dedans, ces médecins. Mais il faut que vous aussi, vous nous aidez. Parce que si vous ne nous aidez pas, on ne peut absolument rien faire. Combien de femmes ont été violées dans des situations pareilles? Combien? Combien de femmes se font encore violer à nos jours? Combien de femmes ont été enceintes dans ces situations pareilles et qui ont décidé de fermer, de faire bouche bée là-dessus et de continuer à vivre comme si de rien n'était? Il faut que vous acceptez d'ouvrir la bouche. Il faut que vous sortiez un peu de la famille, de la pression de la famille ou de la honte. Ça n'a rien à voir avec la honte. Là, on a joué de vous et puis votre vie est partie pour tout bon. Il faut que vous compreniez cela. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un médecin vous drague. Et puis vous allez chez le même médecin. Si vous n'avez pas de moyens, demandez à vos parents de vous envoyer à l'hôpital. Mais n'allez pas chez des gens comme ça là. Et puis évitez les cliniques un peu partout dans les quartiers. Ce n'est pas des gens qui sont capables de vous soigner.
Vous êtes allé chez Patrice, il a abusé de vous. Vous êtes allé chez son ami, il a abusé de vous. Vous êtes allé pour voter, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait combien d'opérations sur vous? Ben, si c'était des médecins qualifiés, ils allaient trouver une solution. Bien évidemment. Parce qu'on ne peut pas subir une opération, 2 opérations, 3 opérations, 4 opérations comme ça, au bout d'un laps de temps, et qu'on ait pu trouver une solution. Mesdames et messieurs, c'est impossible. Allez-y dans les hôpitaux comme Don Kanyas Din. Ok, même si ça ne va pas là-bas, allez-y là-bas, c'est mieux. Je comprends que la pauvreté aussi fait mal. Mais pensez à vos vies. Si vous aviez dénoncé Patrice pour la première fois, tout ce que vous avez subi là, à la suite, vous aurez pu éviter cela. Si vous étiez parti à la police ou à la gendarmerie pour dire je suis allé consulter un médecin, il m'a drogué, je me suis réveillé, ben j'étais nu. Parce que vous êtes quand même parti habillé. Vous avez bu le jus habillé. On vous a injecté habillé. Et vous vous êtes retrouvé déshabillé. Vous étiez nu. C'est là que vous avez fait une erreur. Dans toute cette situation, c'est vrai, le monsieur et son ami, ils ont abusé de vous, mais vous avez une part de responsabilité dedans. C'est ce qui est difficile à entendre, mais c'est ce qui est la vérité. Alors, mes sœurs, vous qui me regardez, je sais que ça choque, mais il faudrait que nous fassions ensemble ce travail de sensibilisation pour ne pas que ça se reproduise maintenant. Ben, si c'est une fillette de 4 ans, de 6 ans, de 2 ans, de 3 ans, je peux comprendre. Mais vous avez 25 ans. Il faut éviter des erreurs pareilles. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. Aujourd'hui, ça nous fait mal au cœur. Mais quand on regarde la manière dont les choses se sont déroulées, on se dit quelque part que vous avez une part de responsabilité. Évitez la honte dans ces situations-là. Parce que vous avez préféré ne pas avoir honte dans la situation et mettre votre vie en danger. C'est ce qui est mauvais dans l'affaire. Bien sûr. Et puis la même personne vous donne 100 000, vous prenez. Et il vous envoie chez un autre médecin, vous allez là-bas. Et puis vous vous permettez de revenir chez le même médecin. Dans quel but? Pour avorter? Ça me fait très mal d'entendre ces histoires pareilles-là. Et ça se passe chez moi en Guinée. Bien évidemment. Ce sont les Guinéens qui abusent de leurs sœurs guinéennes. C'est ce qui est marrant dans l'affaire. Vous voulez quelle dignité dans l'affaire? Après, c'est pour dire que ce sont des médecins. Après, c'est les mêmes médecins, les mêmes pseudo-médecins qui crient « Oh non, il faut que les vieux laissent place aux jeunes ». Comment les vieux peuvent laisser des places à des jeunes médecins comme ça, à des jeunes félins? Comment? C'est impossible. Voyez-vous, ce qui se passe en médecine, c'est ce qui se passe dans l'administration, dans tous les domaines, en justice. Les jeunes sont plus corrompus que les vieux en République de Guinée. Les jeunes sont plus malhonnêtes que les vieux en République de Guinée. Maintenant, en voyant ces situations pareilles, comment on peut donner des places à ces jeunes pareils-là? Comment? Comment on peut les confier des responsabilités, des hautes responsabilités dans notre nation? Comment? C'est impossible. Ça, c'est des délinquants livrés à eux-mêmes. Je ne parle pas encore des gynécologues qui abusent matin, midi, soir de nos sœurs en Guinée. Parce que eux, c'est leur métier. Ben on dit non, c'est un gynécologue, c'est son travail. Mais ce qu'ils font dépasse, va au-delà de la déontologie médicale. Bien évidemment. Ce qu'ils font. Et les femmes se taisent là-dessus. Elles ne disent rien, elles ne portent pas plainte. Elles continuent de subir. Quelque part, je vois de l'ignorance. Mais c'est un travail de tout le monde. Vous devez nous en parler pour que nous puissions dénoncer et pour que l'autorité puisse traquer ces gens-là. Mais si vous décidez de vous taire là-dessus, on ne peut absolument rien faire. Et le jour que ça deviendra grave, et là vous allez en parler. Bien évidemment, on va vous poser maintenant la question, ben, depuis quand le fait remonte? Le fait remonte il y a 2 ans, il y a 3 ans. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Oh non, c'était ça, oh non, c'est... Mais c'est pas comme ça marche. Pour quelqu'un qui veut du droit, pour quelqu'un qui veut réparation, c'est pas comme ça marche. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, nous allons nous prononcer sur cette affaire des généraux parce qu'il y en a qui font ça un scandale. Oh non, écoutez, tous les généraux qui ont trahi Alpha Condé, ben, ils vont à la retraite, c'est la récompense, ils ont trahi Alpha Condé. Écoutez les amis, je vous ai dit, évitez des amalgames, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Ça, c'est dans tous les pays africains du monde entier. Quand les militaires font un coup d'État, où il y a changement de régime, il y a toujours des officiers de l'armée qui sont envoyés à la retraite. Ça, c'est dans tous les pays. Côte d'Ivoire, la Guinée, Sénégal, un peu partout. Cameroun, au Congo, il y a des généraux qui partent toujours à la retraite. Le cas de la Guinée ne fait pas exception. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'il faut comprendre. On dit 44 généraux. Tous ces généraux, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très important. La plupart de ces généraux sont devenus généraux sous l'ère d'Alpha Condé. C'était une manière d'Alpha Condé d'opposer l'armée guinéenne et de mieux régner. C'est ce qu'il a fait à la police. Vous savez, à un moment donné, ça n'allait pas entre Alpha Condé et Bafoué. Et Fabou était le chouchou d'Alpha Condé. Alpha Condé directement, Fabou, il a augmenté le grade de Fabou pour que Fabou devienne général. Et Fabou, au même grade que Bafoué, Bafoué ne pouvait plus donner d'ordre à Fabou. Bon, il y a des généraux dans l'armée guinéenne, il y a des généraux dans la gendarmerie, ils sont devenus généraux sous l'ère d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a fait tout cela. Il y a fait combien de généraux au temps d'Alpha Condé? Il y a des généraux qui ne méritent pas leur grade. C'est ce que vous devez savoir. Il y a beaucoup qui ont été généraux parce que tout simplement, ils étaient directement liés à Alpha Condé. Et c'était une manière pour Alpha Condé d'avoir la même mise sur l'armée guinéenne. 44 généraux. Je vous jure sur l'honneur, parmi les 44 généraux, vous faites un test entre ces généraux. C'est-à-dire sur quels critères on devient général. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir général? Parmi les 44, je ne pense pas s'il y a 2 ou 3 qui vont réussir le texte. C'était des grades de récompense, des grades de division. Et c'est ce que la personne la mieux placée pour comprendre cela, c'est la personne qui les a mis en retraite là. Le colonel Mamadi Doumbouya. Il sait comment Alpha distribuait les grades. Il sait comment ça se faisait. Et je vais vous dire quelque chose, on va me taxer encore d'Ecno. De toute façon, on ne peut pas me taxer d'Ecno, parce que de toutes les façons, moi je suis ce que je suis. Et regardez les 44 généraux là. Il y a combien de généraux Peul? Il y a combien? Parmi les 44 qui sont allés à la retraite, il y a combien qui sont Peul? Vous allez compter du bout du doigt. Ou peut-être 1 ou 2. D'accord? Les autres, ils sont issus d'où? C'est une première question que moi je pose. Et parmi tous les officiers qui ont reçu les grades de général en République de Guinée, il y avait combien de général Peul là-dedans? Je vais vous dire, moi je suis terre à terre. Hein? Je suis terre à terre. Parce qu'après, il y a des gens qui me posent la question, ah, M. Kanté, mais on ne comprend pas. Mamadi Doumbouya a décidé d'envoyer tous ses généraux à la retraite, mais parmi ces généraux, il y a moins de Peul général. Je dis, ok, c'est là que vous allez commencer à comprendre. Pour se poser la question de savoir, il y a combien de généraux, il faut se poser la question de savoir, il y avait combien de généraux Peul, combien de généraux issus de l'ethnie Peul en Guinée au temps d'Alpha Condé. Il y en avait combien? Évidemment. Il y en avait combien? Hein? Tous ceux qui sont là aux généraux, issus généraux à la retraite là, ben, posez-vous la question au temps d'Alpha Condé, entre 2010 et 2020-2021. Alpha Condé a donné le grade de général à combien d'officiers issus de l'ethnie Peul en République de Guinée? Et je repose encore la même question. Parmi les officiers qui ont été emprisonnés par Alpha Condé, il y a eu combien d'officiers issus de l'ethnie Peul en République de Guinée? Ils sont nombreux plus en prison que dehors. C'est la vérité, je vous dis. C'est pas de tenir un discours divisionniste ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que Mamadi Doumbouya a compris. C'est là. Tous ceux qui sont aujourd'hui généraux, mais ils ne méritent pas. Hein. C'est pas parce qu'ils ont trahi Alpha Condé, ils ne méritent pas. Ceux qui sont allés à la retraite, là, la plupart d'entre eux ne méritent pas. La politique d'Alpha Condé
était de finir avec les officiers issus de cette ethnie-là. C'est ce que je vous dis depuis il y a longtemps, vous ne comprenez pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'officiers issus de cette ethnie dans l'armée guinéenne. Il y en a plein. Il y a des colonels, il y en a plein. Mais M. Alpha Condé ne voulait pas les voir. C'est ça la vérité crue. Il ne voulait pas les voir. Il ne voulait pas que ces gens-là montent en grade de général. C'est pourquoi il les tapait chaque fois là-dessus. Chaque fois là-dessus. Il y avait chaque fois un coup, on les traduisait en justice. Chaque fois un coup, on les amenait. Les officiers là, chaque fois. C'est pourquoi il y a moins de généraux issus de cette ethnie parmi ces généraux qui sont allés à la retraite. C'est la vérité. Et il y a des gens aussi qui me posent la question de savoir, mais monsieur Kanté, pourquoi les officiers qui sont nommés dans les postes aujourd'hui par Mamadi Doumbouya, pourquoi il y a moins de peuple? Je vais vous dire tout simplement. Parce que la raison est très simple. Alpha Condé ne voulait pas voir des officiers de cette ethnie monter en grade. Alors Mamadi Doumbouya, ne pouvant pas aujourd'hui faire sauter les grades pour donner à ces officiers pour faire la parité dans l'armée guinéenne, il est obligé de suivre ces officiers qui sont là. D'accord? Il y avait des généraux et puis il y avait des sous-officiers qui suivaient ces généraux. Et même les sous-officiers qui suivaient ces généraux, les secrétaires dans les camps et tout ça là, ben, c'était pas des gens aussi qui étaient issus de cette technique. C'est ce qui est la vérité, mesdames et messieurs. C'est ça. On va me traiter, oh non, tu fais... Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Regardez aujourd'hui les généraux qui restent dans l'armée guinéenne, dans la police, dans la gendarmerie. Regardez, faites le tour de tous ces généraux. Il faut les rassembler. Vous allez compter du bout du doigt les généraux issus de cette technique, les colonels issus de cette technique. Vous allez trouver, ils sont peu. C'était une politique d'Alpha Condé. Tout simplement parce qu'il avait en tête que donner de grade, donner des ailes à ces gens-là, ils sont capables de faire un coup. Ils sont capables un jour ou d'un jour à un autre faire quelque chose de grave en République de Guinée. Il ne faut pas leur donner la force. Et c'est là il s'est trompé. C'est là il s'est trompé. Et c'est pourquoi quand il y a eu le coup, je suis venu devant vous, je vous ai dit, Dieu merci que celui qui a fait le coup n'est pas issu de cette ethnie-là. Dieu merci, alhamdoulilah. Bien évidemment, je l'ai dit devant vous. Alors, pour vous satisfaire, pour votre question, tout simplement, ceux qui sont allés, la plupart d'entre les 44 généraux là, la plupart c'était des généraux d'Alpha Condé. Ce sont eux qui les a donné des grades. Ok? Et même les sous-officiers aujourd'hui, ben, c'est Alpha Condé qui distribue comme ça des grades. C'est comme ça qu'il faisait, même dans la police. Et jusqu'à présent, la dissension continue entre Bafoué et Fabou. Parce que normalement, Bafoué était le supérieur. Bafoué était le supérieur de Fabou. Mais il y a eu un moment où il y avait un problème entre Bafoué et Alpha Condé. Alors, Bafoué et Fabou exécutant les ordres à la lettre d'Alpha Condé, ben il a décidé tout simplement de le nommer général. Donc, Fabou général, Bafoué général, Bafoué ne pouvait absolument rien dire maintenant à Alpha Condé. Et ça nous a poussé à un moment donné d'ailleurs de croire que Bafoué n'exécutait pas tous les ordres venant d'Alpha Condé. Est-ce que c'est Fabou qui exécutait à la lettre? Parce que Fabou voulait le grade de général. Et Alpha Condé, quand il a compris cela, paf, il a donné le grade de général à Fabou. Et il n'y avait plus de respect entre Fabou et Bafoué. Et jusqu'à aujourd'hui, hein. Bon, après, devant les gens, ils font semblant comme il n'y a absolument rien entre eux, mais il y a un réel problème entre ces deux-là. Et ce problème vient d'Alpha Condé. Après, on dira, oh, Général Baldé à la gendarmerie, ça c'était une façade. C'était une façade. Alors, regardez dans l'hierarchie dans la gendarmerie. Après Général Baldé, il y avait qui? Qui le succédait? L'adjoint de Général Baldé, c'était qui? C'est-à-dire, dans la lignée de l'hierarchie à la gendarmerie, et regardez, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi aujourd'hui, ben, parmi les gens nominés dans les postes militaires stratégiques et tout ça, ben, Mamadi Doumbouya, il est obligé de suivre, il est obligé de suivre l'hierarchie. Il ne peut pas prendre un sous-lieutenant, un sergent-chef, un temps issu de telle ethnie pour faire une parité. Non, il faut qu'il fait les choses comme ça se présente.
Et les choses qui se présentent, c'est Alpha Condé qui les a organisées comme ça. C'est tout simplement que ça. Alors ceux qui sont allés à la retraite, ce sont les généraux d'Alpha Condé. Ce n'est pas les généraux de l'armée guinéenne. C'est ce que vous devez comprendre. Oui, c'était une division d'Alpha Condé. Et ça lui est tombé dessus la tête. Alors, ne vous attaquez pas à Mamadi Doumbouya pour dire « Ah non, ceci, ceci. » Et ceux qui sont allés à la retraite là, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui disent « Oh non, 44 c'est trop, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire ?» Non, ils n'ont aucune force. Ces gens-là sont même contents aujourd'hui, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait une pression sur eux. Ils se disent « Alhamdulillah, nous sommes à la retraite, nous allons continuer d'obtenir l'argent de la retraite et puis on est tranquille. On n'est plus dans la politique, on n'a plus de bruit derrière autour de nous, on n'a plus de pression sur nous, on reste tranquille. C'est simplement que ça. Donc, quand on vous disait chaque fois que l'armée guinéenne est une armée divisée et que chaque général a son clan, c'était la politique d'Alpha Condé. Il y en avait autant de Lansana Conté, mais autant d'Alpha Condé, ça s'est amplifié. Ça a eu beaucoup plus de poids. Ouais. Et c'est pourquoi on vous disait souvent qu'il n'y a pas de respect dans l'hierarchie militaire en Guinée. C'était la politique de ce monsieur-là. Et c'est tout ce que monsieur le président, son excellence Mamadi Doumbouya, veut réorganiser pour que dorénavant, qu'on respecte les choses en Guinée. Vous avez vu, depuis qu'il est devenu président, depuis qu'il a fait ce coup de paix, on n'a pas augmenté les grades de quelqu'un. Et lui-même étant colonel, normalement, il devrait monter en général parce qu'il a fait un acte exceptionnel. Il a décidé de rester colonel. Voyez-vous, il y a des actes quand vous faites dans l'armée, la récompense, c'est des grades. Okay? Lansana Conté, après il était colonel au moment qu'il venait au pouvoir. Après, il est devenu général. Donc, normalement, colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, on devrait l'attribuer le grade de général parce qu'il a fait un acte exceptionnel. D'accord? Et il a la formation qu'il faut. Donc, comprenez un peu le cas de ces généraux-là. C'était des généraux d'Alpha Condé. Et tout ça, c'était des gens aussi corrompus qui faisaient du mal à l'armée guinéenne. D'accord? Et ça va prendre du temps pour réorganiser cette armée guinéenne. Parce que ceux qui sont allés à la retraite, ils ont leur petit dans l'armée guinéenne. Et ces petits-là, ils ont été abreuvés par ceux qui sont allés à la retraite. Ils se sont inscrits dans l'idéologie de ces gens-là. L'idéologie divisionniste qu'Alpha Condé les a inculqués. Donc ça va être difficile de nettoyer tout ça. Mais je pense qu'avec la bonne volonté de Mamadi Doumbouya, ça ira. Et la bonne volonté aussi de ces jeunes officiers qui montent, ça va beaucoup nous aider. On y va mollo mollo. Ne soyez pas pressés. On ne veut pas d'amalgame et de division en République de Guinée. Alors, je vais rapidement bondir sur le cas du déguerpissement à Matam. Vous savez, j'ai vu qu'on a jeté des pierres sur les agents de l'administration qui faisaient des déguerpissements à Matam. Je me dis, mais écoutez, vous n'avez pas raison de faire cela. Vous n'avez pas raison de faire cela. On nous dit, non, tout ça c'est contre Alpha Condé. Non, c'est pas contre Alpha Condé. On a détruit des bâtiments des gens sous l'ère d'Alpha Condé. Détruit, vous étiez là, vous avez applaudi, vous avez vu cela. On a détruit des vies entières. Des vies de 60 ans, de 65 ans, de 40 ans, de 35 ans. Bien évidemment, parce que le domicile de quelqu'un, c'est sa vie. C'est toute sa vie qui est là, dans la maison. On les a détruits, vous étiez là, vous avez applaudi. En ce moment, on vous a épargné. Parce que tout simplement, il y avait de l'inégalité. Mais ça, c'est le régime de l'égalité. Quand les gens viennent, et vous saviez très bien que sous l'ère Alpha Condé, on devrait détruire ces gens à la Sigmadina. Tous ces lieux qui encombrent les routes et consorts là, on devrait les détruire. Mais vu que c'était des coins du RPG Arc-en-Ciel, il y avait de l'inégalité. On n'a pas touché. Il y a des bâtiments même qu'on n'a pas touché. Maintenant, aujourd'hui, on veut faire la légalité. On veut faire tout le monde, on veut que tout le monde soit égaux devant la loi. Vous criez au scandale. Oh non, non, on est contre Alpha Condé. Personne n'est contre Alpha Condé. On était contre le régime. Le régime n'est plus. Arrêtez ces démagogies-là. Arrêtez ces démagogies. Oh non, c'est la photo. Oh non, il faut... C'est aujourd'hui j'ai compris qu'il y a une section cailloux aussi au RPG Arc-en-Ciel. Parce qu'ils ont jeté des pierres, ces gens. Dans le passé récent, vous accusez les militants de l'ANA de l'UFDG, c'est section cailloux qui est là. Mais nous aussi, on commence
on commence à constater qu'il y a une section cailloux. Parce qu'aujourd'hui, là, d'accord, lors de ces déguerpissements, on a constaté que des enfants jetaient des pierres. Il y a eu une manifestation. Pourquoi? Personne n'est contre Alpha Condé. On était contre le système. Et ce système n'est plus. Les choses doivent entrer dans l'ordre. Tout doit aller très bien. C'est ce que vous devez accepter. Ce n'est pas une question de honte. Moi, je ne me réjouis pas parce qu'on a détruit la maison de quelqu'un, parce qu'on a détruit la source de revenus de quelqu'un. Je ne me réjouis pas de cela. Même pendant le régime d'Alpha Condé, quand on détruisait les bâtiments des gens là, mais je suis sorti, j'ai fait des émissions là-dessus, j'ai condamné fermement. Hein? J'ai condamné fermement. Il faut faire des préalables avant de venir détruire. Bien évidemment. Les maisons qu'on a détruites là au temps d'Alpha Condé, ben, le ministère de l'Habitat, c'est le même ministère de l'Habitat qui livrait les papiers, qui vendait les coins aux gens. Et ils ont détruit les maisons des gens. Mais vous parlez même de café, vous parlez de kiosque, vous parlez d'un petit coin où on va les donc café, les consorts. Mais c'est des habitats, c'est des maisons entières qu'on est allé détruire quelque part. Et vous avez vu, votre premier ministre, Kassouri, est venu devant tout le monde pour dire, on ne sait pas d'où l'ordre est venu. Vous n'avez pas trouvé d'explication à cela. C'est aujourd'hui, on est allé détruire une petite partie. Vous voulez faire un scandale pour ça? Arrêtez. Ça, c'est fini. Le régime d'Alpha Condé, c'est fini ça. Et je pense que les derniers dans ce problème de régime, il faut que le Premier ministre aille beaucoup plus vite parce que ces secrétaires généraux qui assument l'intérim aujourd'hui de ces ministres, ces gens-là, ils sont tous du RPG Arc-en-Ciel. Et on a dit qu'on ne veut pas de recyclage. Donc, il faut faire tout possible pour remplacer ces secrétaires généraux. C'est des pions d'Alpha Condé. Il faut les balayer tous. Donc, c'était mon dernier message pour le Premier ministre. Il faut aller plus vite. Parce que ces gens-là, ils sont aux ordres de ces ministres qui sont déchus aujourd'hui. Et ils communiquent entre eux. Ils communiquent. Ils reçoivent des ordres. Les Kassouri et consorts, là, le secrétaire général de la primature, tout ça, tous ces ministres, leurs secrétaires généraux qui sont aujourd'hui, qui remplacent aujourd'hui les ministres, là, mais ils communiquent avec les anciens ministres d'Alpha Condé. Donc, M. Mohamed Beyavogui, il faut aller plus vite, on veut voir des nouvelles têtes, et puis on veut se débarrasser systématiquement de ce système d'Alpha Condé, et pour qu'on puisse avancer rapidement, quoi. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir, les amis. C'était justement ça. Et merci infiniment pour tous ceux qui m'ont envoyé le message. Je me porte bien. Maintenant, je suis super bien aujourd'hui. Je vais super bien, c'est ce que je veux dire. Et Dieu merci, grâce à vos bénédictions, ça va mieux. Ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. À très prochainement, Inch'Allah. Je vous love et partagez au maximum le live. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous partagerez massivement la vidéo. Bye bye.